Bonsoir à toutes et à tous, encore bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour ce nouveau rendez-vous résilience. Nous allons aborder les soins de support et la manière dont ils peuvent nous aider, vous aider à mieux vivre votre parcours de soins au quotidien. Ces rendez-vous sont vraiment l'occasion d'interagir avec vous, patients et patientes de notre communauté, afin de vous permettre d'échanger avec nos experts sur les préoccupations et sujets qui vous animent. N'hésitez donc vraiment pas à poser toutes vos questions. Je suis Sarah, responsable de l'engagement chez Résilience, et c'est de nouveau moi qui vais animer ce rendez-vous ce soir. À mes côtés, j'ai la chance d'accueillir Sandy et Fanny. Sandy est infirmière de coordination au sein de Résilience. Son quotidien lui permet d'être au contact des patients télésuivis en oncologie afin d'optimiser leur prise en charge et d'améliorer leur qualité de vie tout au long de leur parcours. Fanny, que vous avez déjà très probablement croisée lors de ces rendez-vous, est psychiatre spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Elle a reçu dans son cabinet des patients et patientes souffrant de cancer et elle travaille aujourd'hui chez Résilience. Enfin, nous avons également avec nous en coulisses Lucie. Elle sera menée à vous répondre par écrit sur le chat. Ce chat, qui est situé en bas à droite de votre écran, et ce qui vous servira à poser vos questions. Je les partagerai à Sandy et Fanny au fil de la conversation. Dernier point avant de débuter, nous vous prions d'éviter les questions trop spécifiques à votre parcours de soins. Notre approche est effectivement volontairement générale pour répondre à un maximum de personnes. Fanny et Sandy ne font par ailleurs pas partie de votre équipe de soins. Elles n'auront donc pas forcément toutes les réponses à vous apporter et pourront être amenées à vous rediriger vers le bon interlocuteur. Sandy, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous résilience. C'est mon premier, donc je suis toute excitée de pouvoir vous donner quelques conseils. Petite présentation brièvement sur moi. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis infirmière et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis coordinatrice de soins et j'ai eu la chance d'occuper un poste auprès des soins de support et de conseiller des patients pour des soins de support. Voilà un petit peu mon parcours. Et puis, est-ce que tu veux prendre la main, Fanny, ou je passe directement à un autre sujet? Je vais juste dire bonjour et bienvenue. Je suis ravie d'être de nouveau avec vous. Donc, comme certains le savent peut-être, moi, je suis médecin psychiatre. J'ai longtemps travaillé en cabinet justement sur les soins de support en oncologie et ensuite sur la digitalisation de ces soins de support. Ça veut dire finalement les rendre accessibles à tous en les mettant par exemple dans des applications. Donc, moi, je suis un peu là justement en support de Sandy parce que en tant que psychiatre, je ne connais pas tout sur les soins de support, mais je pourrais répondre aux questions qui sont un peu plus d'origine ou de coloration psychologique. Parce que effectivement, il y a aussi des effets secondaires psychologiques dans la maladie du cancer et dans l'après-cancer, comme l'anxiété, la fatigue, la dépression même. Et donc, évidemment qu'il faut également en parler. Donc, moi, je serai là pour vous parler de ça. Voilà, mais je vais laisser la scène à Sandy. Merci Fanny. Je vais faire une brève introduction de ce que sont les soins de support pour que tout le monde sache un petit peu ce dont on parle. Donc, les soins de support, clairement, la définition, c'est tout soin annexe et essentiel pour permettre aux patients atteints de cancer de mieux vivre sa maladie, que ce soit sur le plan physique, social ou psychologique. Et les premiers soins de support instaurés au sein des établissements ont été implémentés par l'un des plans cancer, le plan de 2003. Oui, c'est ça. Et donc, depuis 2003, les établissements référents en oncologie ont implémenté de plus en plus de soins de support. Et c'est devenu un peu un fer de lance pour les établissements de proposer des approches diverses et variées pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre parcours de soins. Et ces soins de support, quand ils sont effectués au sein des établissements référents, sont 100% remboursés par la sécurité sociale.
Quand ils sont effectués en milieu libéral, ça c'est une autre chose qu'on peut aborder un peu au fil de l'eau, un peu plus tard si vous le voulez. Voilà un petit peu pour la briève introduction des soins de support. Trop chouette, merci beaucoup. Sandy, vous avez eu un petit sondage, n'hésitez pas à répondre pour savoir si vous avez connaissance de ces dispositifs et si aujourd'hui vous les utilisez. On a reçu énormément de questions en amont de ce rendez-vous. Je vais commencer à les partager et en parallèle, si vous en avez, n'hésitez pas, comme le disait Lucie par écrit dans le chat, à les poser. On a reçu plusieurs questions autour des chimiothérapies. Sandy, une première, comment atténuer, voire faire disparaître les nausées systématiques après une séance de chimio? Et en lien d'ailleurs avec cette question, il y en a une seconde, une personne qui justement, par rapport à ses nausées, elle prend de l'aprepitant et en fait, elle nous dit que ça l'endort complètement. Et en fait, elle demande comment est-ce qu'elle pourrait gérer cela. Elle fait de l'activité physique qu'elle pratique au moins 1 heure par jour, mais a priori, c'est pas suffisant. Donc, est-ce qu'il y a des soins de support ou des choses que les patients peuvent faire autour de leur chimio pour les aider? Merci Sarah. Alors pour répondre à ces deux questions qui se rejoignent, clairement les nausées sont un des premiers effets secondaires très courants des traitements par chimiothérapie. Certains vont être un peu plus émétisants, donc plus forts en intensité dans les nausées, mais je ne vais pas faire de généralité puisque chaque personne est différente en fonction de leur protocole. Et vous prenez 2 personnes différentes avec le même protocole, les 2 personnes vont en réagir complètement différemment. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je dirais que la première chose à faire, c'est clairement, je vais sembler un petit peu vieille école, mais c'est les remèdes de grand-mère. Donc, tout ce qui va être gingembre, menthe, ça marche très bien et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter de vous-même, que ça soit en tisane, en bonbons à sucer, en tout ce que vous pouvez supporter en fonction du goût et de la texture. C'est la première chose que je conseille aux patients, clairement, en plus de leur traitement médicamenteux. Si les traitements médicamenteux qu'on vous a instaurés ne suffisent pas, n'hésitez pas à le mentionner à votre oncologue parce que ça peut toujours être revu, réadapté, réajusté. Ne restez pas avec des nausées intenses qui vous empêchent de boire et de vous alimenter parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Vous allez vous déshydrater, vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir faible. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut être très vigilant et pour tout âge. Ça ne concerne pas uniquement les gens d'un certain âge. Ça concerne vraiment tous les patients en oncologie. Ce que je peux conseiller aussi, si malgré les traitements médicamenteux, malgré les mesures hygiéno-diététiques, les nausées ne passent toujours pas, on a plusieurs soins de support, tels que l'acupuncture, la réflexologie, elle peut être palmaire, plantaire ou faciale. Ça peut énormément vous aider puisque ça peut réaligner certaines énergies et ça peut aussi travailler sur le vecteur anxiété qui a un impact assez impressionnant sur les nausées. Et plus on a peur des nausées, plus on va en avoir. Donc c'est aussi un moyen de travailler sur ça. Ça fait peut-être appel à quelque chose dans votre passé que vous avez oublié, mais ça permet aussi de gérer ça. Tout ce qui va être sophrologie aussi, travail de respiration, de bien se détendre, bien savoir respirer, ça peut vous aider pour tout ce qui va être nausée. Ce qui peut fonctionner aussi, c'est pour favoriser la prise alimentaire et éviter la perte de poids, c'est de fractionner vos repas et de faire des petites collations tout au long de la journée. Oubliez le classique du repas entrée, plat, dessert. Quand on vient d'avoir une chimio, qu'on a des traitements antinauséeux, ça vous semble une montagne insurmontable pour manger. Donc, faites des petites collations
nutritive à chaque fois, et surtout ce que vous avez envie, des aliments qui sont plutôt à un goût neutre, pas trop épicé, pas d'alcool bien sûr, et surtout des apports en protéines tout au long de votre journée. C'est ça qui va vous permettre en fait d'éviter que vous vous endormiez, d'éviter ce coup de barre et ce coup de bambou que les nausées et la fatigue post-chimio peut avoir. C'est vraiment l'apport protéiné. Je recommande beaucoup il y a des yaourts en grande surface qui ont la texture un peu de fromage blanc. Vous trouvez ça sous la marque Ipro, je ne sais plus. Bref, c'est du Skyr, S-K-Y-R, et ce sont des yaourts hyper protéinés, aromatisés le plus souvent ou non aromatisés. Vous les prenez comme vous voulez et vous pouvez les manger tout au long de la journée. Vous pouvez en manger la moitié d'un, le remettre au frigo, revenir 1 heure plus tard, finir votre yaourt et vous aurez votre apport nutritif. Donc c'est vraiment ça que je conseille. Ça fait partie des effets. La chimiothérapie fatigue énormément, mais le fait de moins s'alimenter finalement a un impact sur ça. Et donc en fait, il y avait aussi une partie fatigue dans la question qui fait d'ailleurs écho à une question de Guy aussi dans le chat qui dit comment gérer la fatigue autrement que par le sommeil et les siestes à répétition. Donc ça peut être de la fatigue post-chimio, mais même de la fatigue plus générale. Je pense que Sandy, tu as peut-être des éléments de réponse et je pense que Fanny en aura aussi un peu. On a d'ailleurs un programme de soins dans l'application dont Fanny pourra parler. Sandy, je vais te laisser peut-être rebondir sur cette première. Alors ça va vous sembler paradoxal, mais quand on est fatigué et même si la seule chose qu'on a envie de faire c'est une sieste, c'est juste de sortir 5 minutes, 10 minutes dehors. Vous sortez, vous prenez vos baskets, vous faites, je sais pas, 200 mètres, le tour de votre pâté de maison si vous en êtes capable et vous rentrez. En fait, ça va vous donner un petit coup de boost. Ça va vous remettre un petit peu... vous aurez moins l'impression de subir la fatigue. Donc ça peut paraître paradoxal. Le conseil que je donne aussi, c'est parfois juste de mettre ses baskets à la maison. Et le fait d'être dans des chaussures hyper confortables, ça va vous donner envie d'aller et de sortir de chez vous. Et finalement, ça va vous aider aussi avec cette fatigue et cette somnolence. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'écouter quand vous êtes fatigué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sieste. Au contraire, il faut trouver juste le juste équilibre entre passer toute sa journée au lit alors que vous avez l'impression que vous avez envie de sortir. Il vous suffit juste d'un petit impact, un petit élan pour vous aider à sortir. Parfois, quand on est fatigué et que c'est dû au traitement de chimiothérapie, ça veut peut-être aussi dire que vous manquez d'oligo-éléments et de minéraux. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller des eaux gazeuses qui vous redonnent un petit peu d'oligo-éléments et de minéraux, et notamment du magnésium. Le magnésium, c'est un facteur, quand on en manque, on a cette impression de fatigue intense, d'avoir un peu l'esprit dans le brouillard et d'être assommé. Ça peut être un conseil à suivre. Et je laisse la main à Fanny. Oui, merci beaucoup Sandy pour compléter. Donc effectivement, Sarah, tu nous en parlais. On a dans l'application maintenant un programme de plusieurs semaines, 7 ou 8 semaines je crois, qu'on a construit avec vraiment des contenus médicaux pour combattre la fatigue physique et psychologique. Avec des articles, des vidéos, des podcasts, donc je vous laisserai aller regarder. Mais en quelques mots, déjà bien sûr en tant que médecin, et Sandy l'a un peu évoqué, la première chose à faire c'est quand même d'être sûr qu'il n'y a pas une raison physiologique à votre fatigue. Donc il faut refaire un petit check-up peut-être avec votre oncologue, regarder s'il n'y a pas une anémie ou des raisons, des carences qui pourraient expliquer la fatigue. Et puis après, dans un second temps, tu l'as très bien dit Sandy, déjà ça peut être paradoxal, mais l'action entraîne la motivation. Si on attend d'être motivé pour agir, en fait, on n'agira pas. Et il y a quelque chose dans la fatigue qui s'appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que moins on bouge, plus les muscles, en fait, vont fondre et plus il sera difficile de bouger et de s'activer et plus on se sentira fatigué. Et donc, il faut absolument briser ce cercle infernal-là.
Donc, bien sûr, on peut pratiquer la sieste et comme le disait Sandy, il faut aussi s'écouter. Mais déjà, par exemple, les siestes, il vaut mieux essayer de faire 15-20 minutes, essayer d'éviter de faire après 16 heures. Ne pas les faire dans son lit, mais plutôt si vous avez un fauteuil ou un canapé pour bien associer le lit au sommeil du soir, ne pas faire les siestes dans le noir, etc. Il y a d'autres exercices qui existent, vous les trouverez dans l'appli, de relaxation profonde pour essayer de ne pas dormir, mais se relaxer et se reposer quand même. Mais c'est vrai que aller marcher tous les jours, mais aussi faire de l'activité physique, ça peut être jardiner, porter ses courses, monter les escaliers. C'est pas du sport l'activité physique, c'est vraiment juste bouger. Ça, c'est hyper important. Et puis, faites aussi attention à votre sommeil. Hein. Je ne peux pas tout vous donner les règles d'hygiène du sommeil, mais parfois, si on est fatigué, c'est aussi parce qu'on ne dort pas très bien la nuit ou pas suffisamment. Donc, il y a plein de trucs et astuces sur comment mieux dormir. Ça, c'est important. Et de se fixer des petits objectifs dans la journée, de se faire un petit planning et également de tenir un agenda de son niveau d'énergie, de regarder régulièrement dans la journée et d'adapter. Vous allez regarder si pendant 15 jours, vous tenez un agenda de niveau d'énergie, vous allez voir des moments où vous êtes moins fatigué que d'autres. Et c'est sur ces moments-là qu'il faudra fixer vos activités plus physiques, par exemple. Voilà, il faut essayer aussi de négocier finalement avec la fatigue, de ne pas la combattre en frontal parce qu'on s'épuise, mais ne pas non plus laisser tomber. Voilà, en quelques mots, parce qu'on pourrait passer longtemps sur cette thématique, mais je vous invite vraiment à aller regarder ce programme fatigue et problèmes de sommeil sur l'appli. Il y a 5 semaines consacrées à la fatigue et 2 semaines consacrées à tous les troubles du sommeil. Trop chouette. Merci pour vos éléments de réponse, Sandy et Fanny. On avait une autre question en lien avec le chimio, une question de Patricia. Comment soulager la neuropathie au niveau des orteils après la chimio? Sandy, est-ce que tu as tes éléments de réponse à nous apporter? Alors, en général, les neuropathies induites par la chimiothérapie sont dues à un produit qui s'appelle le paclitaxel ou le Taxol, ou le docétaxel. Souvent, voilà, c'est le premier produit responsable. Il y en a d'autres, mais c'est celui auquel je pense. Et les symptômes de neuropathie qui peuvent être soit des engourdissements, des fourmillements, ça va être des picotements, des brûlures, des sensations de brûlure, des difficultés à utiliser ses mains ou ses pieds. Donc les mains, ça peut être pouvoir prendre un stylo ou un yaourt qui sort du réfrigérateur, ça devient compliqué. Et pour ce genre d'éléments, seule la diminution de la dose du produit de chimiothérapie pourra avoir un effet réversible sur ces symptômes-là. Il ne faut pas hésiter à mentionner à votre oncologue que ces symptômes apparaissent parce qu'il existe une graduation de ces symptômes et en fonction de la graduation et de l'intensité de vos symptômes, le médecin va diminuer la dose, la prochaine dose. Donc ça, c'est si vous êtes toujours en parcours de soins avec ces produits-là. Si vous n'êtes plus en parcours de soins avec ces produits-là, donc le produit est arrêté, soit vous êtes à une autre étape de votre parcours de soins, soit vous êtes passé avec un autre produit. Il peut mettre facilement jusqu'à 6 mois où vous ressentirez encore ces symptômes dont j'ai cité pour le moment. Ce que je conseille toujours, c'est si vous pouvez vous procurer des gants. On les trouve souvent dans les magasins de cosmétiques, souvent utilisés pour comment on appelle ça, des bains de crème. Vous prenez ces gants-là et ça réchauffe un peu et ça atténue les symptômes. Et il ne faut surtout pas oublier de mobiliser vos mains ou vos pieds. Donc, quand il s'agit des mains, si vous avez une balle en mousse à la maison, n'hésitez pas à bien, vous êtes en train de regarder la télévision ou vous écoutez la radio ou quoi que ce soit, vous mobilisez bien vos mains et ça peut aider à atténuer les symptômes et surtout à éviter que vos mains s'ankylosent. Ça, c'est une chose.
Pour les pieds, clairement, c'est moins facile, mais vous pouvez prendre une balle de tennis que vous roulez un petit peu sur le sol avec le pied et ça va redonner un petit peu toute la sensation, comment dire, de motricité à votre pied. Clairement, je vous recommanderais de porter des chaussettes, gants, tout ce qui peut réchauffer un petit peu, puisque ce sont des douleurs neuropathiques, donc qui touchent les nerfs. Et voilà, donc ça va se dissiper dans le temps. Mais j'entends bien que voilà, la patience, voilà, quand on a ce genre de symptômes-là, c'est pas évident au quotidien. Si on a des difficultés à écrire, à prendre son yaourt dans le frigo, ça devient pesant à la longue. Super, merci pour tes éléments de réponse. On a aussi reçu de nombreuses questions sur l'hormonothérapie et les soins de support possibles. On a entre autres eu des questions avec des patients qui nous demandaient comment faire pour atténuer les douleurs articulaires liées à l'hormonothérapie. Une autre patiente qui me disait j'ai des soucis avec les articulations, tendons au niveau des doigts des mains. Donc il y a toute cette partie-là. Est-ce que tu as des premiers éléments de réponse sur ces effets secondaires-là? Après, on en a reçu d'autres. Donc, est-ce que tu veux que j'évoque ces effets secondaires, autres effets secondaires Vas-y, je te laisse et je rebondirai après. Donc, on en a reçu voilà, sur les articulations. On avait aussi une patiente qui nous disait qu'elle était très fatiguée. Donc, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont déjà été apportés via les réponses de Fanny et la tienne précédemment. Et on avait aussi une patiente qui me disait je développe des lipœdèmes au visage et sur les membres inférieurs depuis que j'ai commencé l'hormonothérapie. Pour quelles raisons? Quels sont les soins de support qui pourraient atténuer ces symptômes? D'accord. Donc, je vais rebondir d'abord sur tout ce qui va être douleur articulaire, douleur musculaire, bouffée de chaleur, puisque clairement, c'est les trois symptômes, c'est le podium, on va dire, gagnant, si je puis dire, des effets secondaires de l'hormonothérapie. Et j'insiste vraiment, ça va encore vous paraître paradoxal, mais c'est vraiment le fait de bouger, de vous mobiliser, qui va en fait atténuer ces douleurs musculaires, douleurs articulaires. Le fait de vous étirer, d'instaurer une petite routine de 10 minutes le matin ou le soir d'étirement, en fait, ça aide votre corps à vraiment voilà, soulager ces douleurs-là. Je vous recommanderais fortement de faire de l'activité physique adaptée. Donc, quand je dis ça, c'est une activité douce. On ne va pas vous demander de faire du bodybuilding dans une salle de fitness classique. C'est pas du tout ça mon propos. Mais il existe des maisons qui s'appellent des maisons sport et santé, qui, sur prescription, permettent aux patients de faire du sport adapté en fonction de leur capacité. Donc, au début, à la première séance, ce sera toujours un bilan initial qui permet à l'équipe d'encadrement sportif, d'évaluer vos capacités et de vous proposer les activités en lien avec vos capacités, votre niveau d'activité physique. Et donc ça peut vous aider énormément. Le yoga peut vous aider, la marche douce peut vous aider. Si vous aimez aller à la piscine et juste clairement marcher dans le petit bassin pendant 20 minutes où vous avez pied, allez-y, toute activité physique, comme disait Fanny plus avant, même jardiner, voilà, sortir en fait, et plus vous allez rester inactif, plus en fait votre corps va s'ankyloser et va devenir prisonnier de ces douleurs-là. Donc c'est vraiment, et ça peut commencer par une petite routine simple que vous allez augmenter au fur et à mesure. Et clairement, ça c'est une des choses essentielles à faire. Je regarde la Ligue contre le cancer propose de plus en plus d'ateliers spécifiques aux patients qui sont sous hormonothérapie avec des activités physiques adaptées à ces traitements-là. Donc ça, c'est vraiment ce que je recommande, de vraiment bouger. Je reviens sur l'activité physique adaptée. Vous pouvez, sur prescription, ça peut être une prescription,
médical, soit de votre médecin traitant, soit de votre oncologue, soit de votre spécialiste. Par exemple, si vous êtes suivi par une gynécologue pour votre cancer gynécologique, ça peut être cette personne-là qui prescrit l'activité physique adaptée et vous avez droit à 12 séances couvertes par prise en charge. Et donc, ça peut être aussi de l'art créatif, tout ce qui va être pour vous faire bouger et pas forcément vous ankyloser dans votre corps. Les associations vous proposent énormément de choses, donc les associations départementales proposent énormément d'activités, par exemple de se réunir dans le parc le plus proche de chez vous et de marcher, par exemple tous les jeudis matins, ça peut être une technique aussi. Et la deuxième question, Sarah, c'était sur des lymphodèmes sur le visage. Ouais, alors je vais juste répondre, enfin rebondir très rapidement parce que tu as mentionné énormément de ressources. Je vous rassure, on vous mettra aussi les différents liens dans les emails du replay, que ce soit les maisons sport et santé que tu as pu mentionner, la Ligue contre le cancer, etc. Donc vous retrouverez tous ces liens dans l'email des replays. Et donc sur l'activité physique, si on récapitule, on peut en parler à son médecin traitant ou au médecin qui nous suit dans le cadre de notre cancer pour avoir de l'activité physique adaptée. Et il y a donc aussi toutes ces ressources autour, potentiellement plus locales en physique. Et je voulais aussi juste mentionner, on parlait d'activité de physique et de yoga. Donc Sandy vous a beaucoup parlé du coup de choses qu'on peut faire en présentiel, donc autour de chez vous, s'il y a des dispositifs ou des ressources disponibles. On a aussi des choses dans l'application. On a un programme d'activité physique adapté et on a aussi un programme de yoga. Donc que nous vous invitons aussi à essayer. C'est sur écran, donc il faut que ça vous plaise aussi. C'est à distance, mais ça peut vous permettre aussi de faire quelques petits exercices en toute autonomie chez vous. Sandy en parlait tout à l'heure d'étirements, de pose de yoga, etc. Donc ça peut être une option aussi. De même, on vous mettra le lien de ces ressources dans l'email de replay qu'on vous enverra demain ou après-demain. Et on avait une question sur des lipœdèmes au visage et sur les membres inférieurs depuis le début de l'hormonothérapie. Alors, selon le type de molécule d'hormonothérapie et la durée depuis quand vous l'avez commencé, je vous conseillerais de revoir avec votre oncologue et éventuellement de prendre des photos pour savoir si ces lipœdèmes apparaissent tout au long de la journée ou au quotidien, ou si c'est plus par période, si l'état cutané se modifie en fonction des jours, etc. Mais clairement, faut revoir avec l'oncologue et éventuellement faire peut-être une consultation avec un dermatologue qui pourra évaluer si c'est l'impact de l'hormonothérapie ou si c'est autre chose qui peut se cacher derrière ces lipœdèmes. Super intéressant, merci beaucoup. Toujours une patiente sous hormonothérapie qui là nous disait qu'elle avait l'impression depuis qu'elle était sous hormonothérapie qu'elle avait un stress inhabituel depuis un certain temps face à certaines situations et que globalement aussi elle se dormait assez mal. Est-ce que le stress, du coup, ça peut être lié à l'hormonothérapie ou c'est quelque chose de plus général? Et qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Alors, clairement, les traitements par hormonothérapie sont reconnus comme leur nom l'indique, ce sont des hormones. Donc, en fait, elles sont données pour supplémenter vos hormones dans le corps. Donc, en fait, ça peut générer des modifications de l'humeur, des modifications de la sensibilité à certaines, je trouve pas mon mot. Certaines situations, merci. Voilà, certaines situations au quotidien qui avant
la même situation ne vous aurait pas posé de soucis, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes devenu peut-être un peu plus hypersensible. Donc, ça peut être l'hormonothérapie, mais ça peut être aussi un autre élément. C'est-à-dire que une fois que vous commencez l'hormonothérapie, vous avez eu quand même beaucoup de votre parcours de soins. Ça fait déjà quelques mois que vous l'avez commencé. Et il a fallu, il y a eu le diagnostic du cancer, il y a eu le diagnostic de savoir quel traitement vous allez avoir, comment vous allez être géré, la modification finalement de votre routine habituelle. Votre routine n'est plus rythmée par travail, famille, enfants, activités culturelles ou de loisirs, mais elle est rythmée finalement par des rendez-vous médicaux. Donc c'est toute une nouvelle gestion de rendez-vous, d'un parcours, et c'est très stressant. Ça peut être impactant sur votre humeur. Donc je dirais que les deux peuvent s'imbriquer et potentialiser le stress face à certaines situations. Je recommande fortement tout ce qui va être méditation, sophrologie, relaxation, du yoga doux pour vous aider. Mais je pense que Fanny peut avoir d'autres éléments. Je peux vous recommander aussi, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous parle d'art-thérapie, de danse-thérapie, de musicothérapie, si vous êtes enclin à ce genre d'art un petit peu créatif pour exprimer en fait ce stress et la douleur du parcours en oncologie. Allez-y, franchement, il faut extérioriser tout ce stress et voilà, je sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais... Et en parler, bien sûr. Communiquer, en discuter avec l'équipe soignante, aller jusqu'à faire éventuellement une psychothérapie s'il y a besoin. Mais la partie stress, anxiété, ouais, tout ce que tu viens de dire, c'est des très bonnes ressources. Et après, vraiment, il y a des mécaniques, pareil, hein, il y a un programme sur l'anxiété et sur la gestion de l'anxiété dans l'application Résilience. Il y a plein de petites mécaniques de thérapie comportementale et cognitive pour apprendre à gérer l'anxiété. Et ça, sont comme une gym mentale qui ensuite peut vous aider pendant toute la vie. Donc, vous pouvez le faire en ligne sur l'application, vous pouvez trouver un thérapeute qui fait un peu de TCC, mais c'est des conseils, une façon en fait de penser et d'appréhender l'anxiété et les soucis qui va vous accompagner pour toujours en fait, qui vous sera utile toujours. Donc, parfois on se dit je suis déjà complètement dépassée avec mon cancer, mon traitement, ça sert à rien, je vais pas me rajouter des trucs en plus, mais en fait ça sert pas à rien parce que ça vous servira pour toutes les années à venir en dehors de la maladie. Donc ce que je peux vous conseiller aussi, c'est, comme le dit Fanny, c'est de verbaliser et de parler de votre stress et de votre anxiété avec des professionnels, avec votre équipe médicale. Et si vous pensez avoir envie, besoin de consulter un ou une psychologue, vous pouvez en parler à votre équipe médicale qui pourra vous référer à un ou une psychologue de l'établissement référent. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'initiative d'un Premier ministre, je ne sais plus lequel, il y a quelques années, je crois que c'est pendant le Covid, il y a un dispositif qui s'appelle Mon Parcours Psy qui a été mis en place, qui permet la prise en charge de 12 séances de suivi psychologique à hauteur de 50 € par séance avec des psychologues affiliés à ce dispositif-là. Donc, vous pouvez aller sur le site Mon Parcours Psy de la CPAM. Vous allez avoir l'annuaire de tous les psychologues référencés qui font partie de ce dispositif-là et vous cherchez en fonction de votre localisation géographique. Et après, vous avez deux options. Soit vous passez par votre médecin traitant pour avoir une prescription, soit vous n'avez pas besoin de prescription et vous contactez directement le psychologue de votre choix et vous voyez avec la personne, vous expliquez un petit peu votre parcours,
et le psychologue en général va vous dire, va vous donner plus de détails sur sa pratique et voilà. Donc ça peut être un bon outil, puisque je pense à ceux qui vont faire leur traitement dans des centres de référence, mais parfois elles sont à plus de 200 kilomètres. Donc c'est pas vraiment pratique de revenir sur le centre de référence pour avoir une consultation de psychologie. Parfois c'est un facteur de démotivation complet. Tandis que d'avoir un professionnel à 5 ou 10 minutes de chez soi, ou allez peut-être 20 minutes, vous serez peut-être plus motivé, surtout si c'est accessible en transport, que vous n'avez pas besoin de conduire, ou voilà. Enfin, ça prend plein de paramètres en compte, mais voilà, c'est une astuce que je peux vous recommander. Et la Ligue contre le cancer a une ligne verte d'écoute. On vous mettra le numéro, je peux vous le donner si vous voulez. C'est le 0800 940 939. Donc vous appelez ce numéro-là, vous suivez, vous allez tomber sur un automate qui va vous demander de taper 1, 2 ou 3. Et c'est valable du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et donc là, vous aurez affaire aussi à des psychologues, des vrais professionnels, à votre écoute. Super intéressant, merci à toutes les deux. On avait pas mal de questions dans le chat en lien avec les différences entre les traitements. C'est pas forcément l'objet de ce rendez-vous. En fait, on a une approche là par traitement, puisqu'en fait, finalement, des traitements de l'immunothérapie ou l'hormonothérapie, comme par exemple le disait Sandy, ça peut générer les mêmes effets secondaires. Mais il y avait, je crois que c'était Simone qui demandait: je suis en chimio mais pas en hormonothérapie. Est-ce important de savoir ce qu'est mon traitement pour bien utiliser les supports d'aide? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt selon les symptômes que vous avez, les effets secondaires que vous avez, que vous pouvez faire appel aux soins de support et en fait que vous soyez sous hormonaux ou chimio. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, quel est ton avis, Sandy, sur la question? C'est tout à fait ça. En fait, on va vous recommander des soins de support en fonction des symptômes que vous avez, puisqu'il est reconnu que certains soins de support vont être plus efficaces que d'autres sur certains symptômes. Donc, c'est vraiment en fonction de vos symptômes qu'on va vous recommander, même si certaines chimios sont reconnues, certains produits sont reconnus pour toujours avoir les mêmes effets secondaires. Vous pouvez en développer certains ou avoir une intensité du symptôme qui soit plus importante comparée à quelqu'un d'autre. Et la première étape, finalement, c'est toujours d'en parler à son équipe de soins, j'ai l'impression. Oui, parce que au sein de votre établissement de référence, vous avez une équipe médicale qui, en fait, a une armada de choses à vous proposer. Et donc, vous allez me poser la question, mais pourquoi on ne me les propose pas depuis le départ? Très bon point. Parce que les ressources sont malheureusement limitées à ce jour et que l'offre est grandissante. Donc, je pense que les centres vont mettre encore plus de professionnels à disposition des patients pour faire un peu plus du systématique. Ça, c'est une autre étape. Mais clairement, il existe de plus en plus d'hôpital de jour en soins intégratifs. Donc, les soins intégratifs, c'est un petit peu une autre appellation pour les soins de support, où en fait, on va réévaluer un petit peu vos besoins et on va cibler ce qui est vraiment intéressant pour vous accompagner au mieux dans la gestion des effets secondaires. Ok, merci beaucoup. On avait des questions un peu plus générales. Une question qui demande: est-il bon de faire plusieurs soins de support tous les 10 jours pour limiter les effets secondaires? Est-ce qu'il y a des limites dans les soins de support qu'on peut faire en cumul ou est-ce que c'est pas le cas? Alors, les soins de support sont très variés. Donc, vous pouvez avoir, je pense par exemple à de la socio-esthétique, qui là va être du massage, de la manucure, du bien-être, des conseils sur des crèmes, sur plein de choses. Et après, vous pouvez avoir de la réflexologie, de l'acupuncture, de la sophrologie. Donc, c'est un panel vraiment très large. Donc, selon les disciplines que vous faites, j'aurais tendance à dire, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à cumuler les soins de support. Il faut rester logique et voir avec chaque discipline, chaque professionnel de la discipline,
vous leur dites bien, bah, je fais tel et tel soin de support. Est-ce que c'est contre-indiqué avec votre pratique ou est-ce que vous pensez que je devrais me limiter ou pas? Mais clairement, ils sont là pour vous aider et vous accompagner au mieux pendant votre parcours. Donc, prenez tout ce que vous pouvez et faites ce que vous êtes en capacité de faire. Je vous dirais, c'est surtout ça. Donc, si vous êtes motivé pour aller faire de la gym douce le mardi, un soin de socio-esthétique le jeudi et la semaine d'après aller à une séance de piscine ou de réflexologie, allez-y. Parce qu'en fait, ça va, comme le disait tout à l'heure Fanny, l'action va majorer votre motivation et en fait va vous sortir du cercle vicieux où finalement, bah, malheureusement, vous êtes devenu un patient et c'est un petit peu déshumanisant et vous devez retrouver la personne que vous êtes, l'humain que vous êtes. Et parfois, bah, ça passe par des activités et si ça vous fait plaisir, tapis rouge, allez-y. Enfin, non, au contraire. Ok, super intéressant, merci beaucoup. On avait aussi reçu une autre question en amont du live d'une personne qui nous disait qu'elle avait beaucoup de trous de mémoire en lien avec ses traitements et que ça a impacté sa vie personnelle et sociale. Et en fait, son infirmière lui a proposé du coup de tout noter sur un carnet, les choses importantes, ses rendez-vous. Mais en fait, cette patiente a peur de se sentir jugée par ses amis, ses proches, son entourage. Donc, je pense qu'il y a deux sujets dans cette question. Il y a effectivement, comment gérer les trous de mémoire et aussi comment, en fait, le vivre vis-à-vis de ses proches. Donc, je pense que Sandy, mais aussi Fanny, vous avez peut-être des éléments à apporter à cette patiente. Des éléments de réponse. Alors, les trous de mémoire sont reconnus depuis quelques années comme un effet de la chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est connu vous allez le trouver comme ça sur Internet, ça s'appelle le chemofog. Donc clairement le brouillard de chimio. Il est reconnu que certains traitements en fait favorisent un petit peu les pertes de mémoire et donc ce n'est pas anodin. Et il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques années par un collectif de neuropsychologues qui s'appelle Oncogite. Et vous pouvez les trouver en ligne. J'ai découvert ça hier, c'est magique. Il y a la Ligue contre le cancer aussi propose des ateliers Oncogite. Donc en quoi ça consiste? En fait, ça consiste en des ateliers d'1 heure, 1 heure et demie, il me semble, où en fait on va vous demander de faire des exercices pour restimuler votre mémoire, la faire travailler et pour retrouver un petit peu ces connexions neurocérébrales. Et en consultant leur site, vous pouvez trouver et participer à des ateliers qui sont soit en présentiel, soit en vidéo, et vous choisissez le créneau qui vous convient dans la semaine. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire puisque ça permet aux patients finalement de restimuler leur mémoire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, concernant finalement le regard des autres sur on va me voir remplir mon carnet et noter toutes mes tâches. Je vais vous dire, je comprends votre inquiétude concernant le regard des autres, mais c'est vous qui le vivez. C'est vous qui vivez vos troubles de la mémoire. Et si ça vous aide à passer cette étape de tout noter, si ça vous aide pour un mieux-être derrière et finalement vous désencombrer de la charge mentale que ça peut vous imposer et la pression de se dire il faut que je me souvienne absolument de mon rendez-vous chez le dentiste ou de récupérer mon fils à l'école tout à l'heure. C'est peut-être risible ce que je dis, mais si le fait de tout noter, pour le moment, c'est une étape et ça vous déstresse et ça ça limite la charge mentale, allez-y. Si vous trouvez plus agréable et plus facile de noter sur votre téléphone portable, les gens autour de vous ne vont pas savoir ce que vous notez. Donc, si ça peut limiter un peu le regard des autres, moi, je vous dirais, allez-y, parce que c'est vous qui vivez votre maladie, votre pathologie, pas les autres. Et pour aller à un mieux-être,
je vous conseille de faire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais... Pardon, pardon de t'avoir coupé. Non, bah, en complément, oui, justement, je voulais parler du téléphone portable. C'est vrai que c'est peut-être pas parfois évident. Je pense qu'il y a des personnes qui préfèrent noter sur papier, mais sinon, oui, le portable, faire sonner des alarmes, des choses comme ça pour pouvoir se souvenir, ça c'est très bien. Et bah, encore une fois, en fait, moi je pense que vraiment pour crever l'abcès, si on a peur du jugement des autres, eh bien, il faut en parler. Il faut commencer par expliquer quand on arrive à un rendez-vous avec du monde, des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît moins bien, bah voilà, j'ai eu tel traitement et j'ai des problèmes de mémoire, ça va se résoudre, mais ne vous étonnez pas si j'écris tout sur mon carnet. Enfin, moi, je sais pas, j'ai une personne de mon entourage qui a un début de maladie d'Alzheimer, bah, elle le dit en fait, et elle est avec son carnet, et elle note tout. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, elle note même nos conversations, etc. Mais finalement, nous, maintenant, on aime bien parce que quand on se dispute après, on l'appelle, on lui dit « Ouais, il a dit ça, j'ai dit ça », et elle va vérifier sur son carnet, et elle dit « C'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort ». Alors maintenant, on arrive presque à en rire. C'est notre Bible à tous et à toutes. Et donc, en fait, ben, voilà, il faut aussi peut-être le tourner un peu comme ça, en le disant aux autres. Que vous serez la personne qui vous serez la référence puisque bah, vous prenez des notes, vous expliquez ce pourquoi vous les prenez et puis ça va vous permettre de trier un peu le grain de livret. Hein. S'il y a des personnes qui vous jugent, s'il y a des personnes qui trouvent ça très bizarre, ben, peut-être que c'est des personnes qui devraient plus faire partie de votre cercle amical et qu'il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que plus tard. Toujours très pragmatique, Fanny. Merci. On aime beaucoup. En lien avec justement cette dimension un peu sociale, etc. On a une question autour de la chimiothérapie et de l'anémie et comment se comporter face à cette fragilité. Un patient qui disait j'ai rencontré une pneumopathie et en fait comment trouver un peu l'équilibre entre vie sociale et se protéger. Pareil, je pense que vous avez toutes les deux potentiellement des éléments de réponse. Quand on est peut-être fortement affaibli, on ose moins aller vers les autres, ou c'est plus dur de maintenir le lien. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites vis-à-vis de ça? Voilà, question. Comme le dit Fanny, la transparence, c'est la meilleure chose. Donc prévenir que voilà, vous avez tel type de maladie et que voilà, vous êtes sensible aux germes, etc. Vous mettez carte sur table. Je pense que les gens comprendront en face de vous. Vous pouvez porter un masque, clairement, pour... voilà, en plus, on sort d'une période de Covid, donc le masque, c'est un petit peu vulgarisé. Donc les gens ne s'offenseront pas de ne pas voir votre bouche, etc. L'important, c'est de vous protéger, vous, mais de ne pas non plus vous couper de votre cercle social, puisque c'est ça aussi qui fait, comment dire, qui fait la personne que vous êtes et qui vous aidera dans vos traitements aussi à avoir une autre perspective et finalement à vous changer les idées aussi. Donc selon votre bilan sanguin, si vous n'avez pas de fièvre, que vous n'avez pas de toux, que vous n'êtes pas anémique, que vous êtes en capacité de vous mobiliser, de sortir, moi je vous conseillerais de sortir, vous porter un masque et vous jouez la transparence. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny, mais... Bah là, c'est un peu moins mon domaine sur un plan strictement médical, mais sur la partie jouer la transparence, en effet, de prévenir en amont sur le lavage des mains, sur le fait que vous porterez un masque, sur la gestion du repas, pour ne pas que les personnes aussi puissent s'offenser ou quoi que ce soit. Si vous vous mettez à part, si vous lavez votre assiette différemment, enfin, j'en sais rien sur plein de trucs, ou si vous portez un masque, évidemment, c'est pas lié à une hygiène potentiellement défaillante, mais c'est plutôt le système immunitaire qui peut être défaillant. Et donc, il faut... Ah, il y a Bernard qui te demande, Sarah. Je vois ça. Il faut vraiment pouvoir en parler librement. C'est une question sur la fatigue, ouais. Je pense que Sarah, elle suit le fil. Ouais, je vais aller voir très rapidement. Question. Et sur la peur de la récidive, enfin sur l'anxiété, tout à l'heure on évoquait l'anxiété, mais en fait ça ressemblait quand même un peu à l'anxiété que la maladie revienne. Et sur la peur de la récidive, j'ai oublié de dire un truc. C'est un vrai symptôme qui est hyper fréquent chez les patients qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer.
c'est normal, mais ça peut devenir pathologique quand ça prend trop de place. Et il y a vraiment un travail qui s'appelle à travailler la gestion de l'incertitude, la tolérance à l'incertitude. La vie est par essence incertaine, mais en fait, on vit avec sans vraiment s'en rendre compte que c'est incertain. On n'imagine pas, si on se dit qu'on va partir en Thaïlande dans un mois, on n'imagine pas la grève des contrôleurs aériens, la jambe cassée, le problème financier qui fait qu'on ne va pas pouvoir partir, le problème de travail, etc. On se dit qu'on va partir en Thaïlande et puis voilà, on n'imagine pas tout ça, alors qu'en fait, c'est incertain. Et donc, quand on a eu un cancer, cette incertitude, elle est bien plus forte. Donc ça se travaille aussi en thérapie ou avec des exercices pour mieux tolérer cette incertitude auquel la maladie nous a confrontés, qui existe déjà en fait, mais on n'arrive plus à le mettre sous le tapis jusqu'à tomber malade. Merci Fanny. Pour parler de ça, parce que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé la question de Bernard? Oui, j'ai retrouvé la question de Bernard. On a aussi un petit témoignage de Guy qui est assez intéressant. Ce fichu cancer m'a ouvert vers les autres et développé une empathie envers moi assez inattendue, et mon entourage fait aussi partie du remède et du mieux-être. Effectivement, l'importance du lien social. Et effectivement, j'ai retrouvé votre question, Bernard, que vous avez envoyée juste avant le live. Cancer et effets secondaires vont-ils toujours de pair, ou est-ce que certains patients ont-ils la chance de n'avoir aucun ou très peu d'effets secondaires? Pour ma part, j'ai encore une fatigue très forte, handicapant, dès 17h, 18h tous les soirs, alors que je suis en rémission depuis 6 mois. Est-ce que je suis une exception, ou est-ce que c'est la généralité pour les patients en rémission? En fait, est-ce qu'après son cancer, après les traitements, on peut encore avoir des effets secondaires qui sont associés à ça? Sandy, la réponse autour de la fatigue, on en a parlé un peu avant. Mais sur cette partie-là, est-ce que tu as des éléments de réponse? Alors, plusieurs. Je dirais qu'on est inégaux face au cancer. Ça dépend il y a des facteurs physiologiques, il y a des facteurs psychologiques aussi qui vont faire que, comme je le disais au début, vous prenez 2 personnes différentes avec le même protocole, les mêmes effets secondaires, vous allez avoir 2 façons complètement différentes d'apprivoiser, de gérer ces effets secondaires et d'avancer tout au long de la maladie. Donc, je pense qu'on est vraiment inégaux. Concernant la fatigue ressentie 6 mois après la fin des traitements et être en rémission, comme je le disais tout à l'heure, avoir eu un diagnostic de cancer, vous êtes passé par une étape dans votre vie. Il y a eu un avant et maintenant il y a un après. L'après, il se renégocie. Vous êtes devenu, c'est comme être devenu une nouvelle personne. Il y a des choses que vous avez réappris. Vous avez imaginé que vous êtes un voyageur, vous partez avec un sac à dos, vous remplissez plein de choses, vous mettez plein de choses dans le sac à dos, ça c'est un petit peu le cancer, et puis arrivé à la fin des traitements, le sac à dos s'allège et vous savez plus comment gérer la lourdeur du sac à dos du passé. Et clairement, faut apprendre à vivre avec ça au fur et à mesure, à s'écouter. La fatigue peut rester plusieurs mois, donc je pense que vous n'êtes pas un cas isolé. Je ne connais personne qui n'a eu aucun effet secondaire en fonction de ces traitements. C'est très rare. Il existe toujours à un moment donné du parcours une situation où vous allez être face aux effets secondaires. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce sont des molécules chimiques, ce n'est pas anodin. Certaines vont venir travailler sur votre ADN, d'autres vont venir travailler sur les cellules cancéreuses, qui vont être amenés à être détruits par l'organisme. Et ça, il faut que l'organisme l'assimile, combatte ça. Et c'est pas du tout anodin. C'est un combat de boxeur que vous menez ou que vous avez mené. Et voilà, c'est impressionnant. Okay. Merci beaucoup, Sandy. Je vois qu'il est 25. On va prendre une dernière question et ensuite on va clôturer ce live. Martine, je vois que vous posez une question. Oui, vous aurez le live en replay d'ici 2 jours par email. On avait une question d'Alain qui nous posait des questions autour des effets secondaires physiques, les boutons, sécheresse buccale, sécheresse de la peau, perte du goût. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que tu as des choses par rapport à ça, Sandy, à nous dire? Alors, tout ce qui va être sécheresse buccale, perte du goût,
modification ou même dégoût envers certains aliments, ça c'est la chimiothérapie qui transforme les goûts. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui aime le café avant la chimiothérapie va détester le café, que ce soit l'odeur, le goût, ça va être horrible. Donc il faut adapter un petit peu son régime en fonction de ses nouveaux goûts. Fractionner les repas, comme je le disais bien avant, et faire des collations qui vous font plaisir, entre guillemets. En ce qui concerne la sécheresse buccale, il existe plusieurs petites astuces. Vous pouvez voir avec votre pharmacien pour un spray qui s'appelle de l'Artisial, A-R-T-I-S-I-A-L. C'est un spray qui va favoriser le retour un petit peu de la salive, qui va vous donner l'impression d'avoir une bouche moins pâteuse. Les chewing-gums et les pastilles style Ricola, donc je cite une marque, mais ça peut être toute une autre marque, vont en fait, en mâchant ou en suçant les pastilles, ça va provoquer une hypersalivation des glandes, une hyperstimulation, des glandes salivaires qui vont en fait vous permettre de retrouver de la salive à l'intérieur de la bouche et avoir cette aisance buccale, si je puis dire. Pour tout ce qui va être conseil nutritif, j'en ai beaucoup à donner en fonction de la modification des goûts par rapport aux goûts métalliques, notamment, ça c'est assez fréquent, aux goûts dégoûtants ou aux odeurs très parfumées, mais ça on pourra peut-être le mettre plus dans l'email récapitulatif le récapitulatif de la session. Comme ça, vous aurez tous les conseils par écrit. Ce sera peut-être plus agréable pour vous et ça vous donnera une ligne directrice à suivre. Merci beaucoup. Comme je le disais, il est déjà 28. On va interrompre le rendez-vous là. Il y a quelques questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre. Comme le disait Sandy tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à en parler à votre équipe de soins qui, je pense, sera capable de vous rediriger vers les bonnes ressources et les bons soins de support. Il y a aussi l'application Résilience qui est là pour vous aider. Et on pourrait aussi, si ça vous intéresse, refaire un rendez-vous sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui vient d'être lancé par Lucie. En tout cas, un grand merci à toutes les deux, Sandy et Fanny. Sandy, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour clôturer ce rendez-vous et après, je reprendrai la main pour parler du prochain rendez-vous. Sandy ou Fanny, ou les deux. Vas-y, Sandy. À toi l'honneur. Merci. Ce que je voudrais dire comme mot de la fin, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment. Le cancer, c'est un combat que vous menez avec ses hauts et ses bas, ses effets secondaires, son impact sur vie professionnelle, vie familiale, sur le plan physique. Enfin, c'est comme un tsunami et je vous dirais d'être bienveillant envers vous. Si vous êtes votre meilleur ami et soyez bienveillant envers vous, ça commence par là. Et clairement, chapeau. Je dirais que ouais, vous menez un combat que c'est pas évident de mener au quotidien. Merci beaucoup Sandy pour ces jolis mots de fin. Merci aussi à vous tous pour vos nombreuses questions. On espère vraiment que ces échanges vous ont plu et que ça a pu vous apporter des éléments de réponse. Comme d'habitude, vous recevrez à la fin de ce rendez-vous un petit sondage par email afin de collecter vos retours et aussi vos suggestions pour les prochains rendez-vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. C'est très, très rapide. Le prochain rendez-vous aura lieu, et mince, je n'ai pas mon calendrier sous la main. Il aura lieu le... Attends, moi je vais te dire, c'est donc et genre le 17 avril ou le 18 avril? C'est le 15. Il aura lieu, excusez-nous, le mardi 15 avril. Il s'agira d'un groupe de parole. Comme vous le savez, on fait des groupes de parole une fois par trimestre. Ces rendez-vous sont assez particuliers. Il n'y a absolument pas de replay qui est partagé à la suite, puisque en fait, vous avez l'occasion du coup de monter sur scène
et de discuter. Donc forcément, il n'y a pas de replay. Voilà, donc vous recevrez les invitations comme d'habitude d'ici début avril dans l'application, ce sera accessible, ou sinon par email. Voilà, encore merci à tous et à toutes. Un grand merci Fanny, un grand merci Sandy pour votre intervention. Et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.